Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Fernando Mourão. Ce jeudi 24 mars 2016, quand Gilles Tourny pénètre chez son voisin, c'est une vision d'horreur qui l'attend. Fernando Mourão, son ami de 30 ans, gît dans une mare de sang, le corps criblé de balles. Qui pouvait en vouloir à ce retraité sans histoire, connu de tout le village? Les enquêteurs vont alors fouiller la vie du paisible Fernando. Et ils vont aller de surprise en surprise. Visiblement, l'homme tranquille cachait en réalité bien des secrets. L'un d'eux a-t-il causé sa mort? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Printemps 2017. Il est tout juste 8 heures du matin dans un petit village du centre de la France. Soudain, un couple de sexagénaires sans histoire est tiré du sommeil par des hommes de la gendarmerie. Pour le mari, comme pour sa femme, commence alors une journée très éprouvante. Ils sont conduits en garde à vue pour être interrogés sans relâche. Ce couple, au-dessus de tout soupçon, doit faire face à de terribles accusations. L'aboutissement d'une enquête criminelle aux ingrédients hors du commun. Tout commence ici, dans le Berry, à Châteaumeillan. Cette localité compte à peine 2000 habitants. Un lieu très paisible, au sud du département du Cher. C'est très rural, très rural. C'est vraiment la campagne. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Beaucoup de retraités et de gens qui vivent là depuis toujours, quoi. C'est plutôt un coin où les gens se connaissent, se rendent des services entre voisins. Juliette Chapelle, avocat des parties civiles. Et tout le monde connaît un peu tout le monde. C'est une commune qui est assez chaleureuse. C'est là que Fernando Mourão vit depuis son plus jeune âge. À 60 ans, celui que l'on appelle aussi Fernand travaille comme électricien. Fernando, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille avec un certain nombre de frères et sœurs. C'est une famille nombreuse qui est originaire du Portugal. Mon frère, c'est quelqu'un que d'abord qu'on aime très profondément. Adélia Noblet, sœur de Fernando. C'est quelqu'un de gentil, un petit nounours. Mon frère, c'est mon frère aîné, c'est quelqu'un de bon. José Mourão, frère de Fernando. C'est la sincérité, c'est la générosité, l'amitié, c'est plein de choses, Fernand. Tous les jours, il vient à la maison, on boit le café. Marie-France Cholin, sœur de Fernando. Des fois, il reste manger. Je vais chez lui aussi, lui faire un petit peu de ménage, parce que c'est un homme. Fernando est divorcé. Il a 2 grandes filles et mène désormais une vie tranquille de célibataire. Mais il est très entouré, car en plus de sa famille, Fernando possède un ami très fidèle. Il s'appelle Gilles Tourny. Entre eux, une complicité forgée depuis plus de 40 ans. Ils vont commencer tous les deux à développer une amitié dès 1976. Dès qu'ils commencent à travailler ensemble, finalement. Et ces 2 collègues de travail vont finir par devenir quasiment les meilleurs amis du monde. On se rend des coups de main, on s'aide pour du bricolage. Sylvain Cormier, avocat de la défense. Pour des loisirs aussi qu'on peut pratiquer ensemble. Enfin, il y a vraiment une grande convivialité. Voilà donc 4 décennies que ces 2 copains sont inséparables. D'autant que Fernando vit juste à côté de chez Gilles et Simone, son épouse.
Fernand, c'était un bon vivant, quoi. Gilles Tourny, ami de Fernando. Je crois qu'en dehors de prêter des outils ou autre chose, je crois qu'il prêterait tout, quoi. On a eu des bons passages tous les deux. C'est quelqu'un d'aimable, de gentil. Simone Tourny, amie de Fernando. Après, c'est devenu un ami. Et après, c'est devenu notre voisin. Ils passent les fêtes de Noël ensemble, les dîners de famille. Roger-Marc Moreau, détective privé. Et ils prennent le café quasi systématiquement ensemble, au moins une fois par jour. Mais il y a quelque chose qui lie par-dessus tout ces deux grands amis. Nelly, la fille de Gilles, a épousé Emmanuel, le neveu de Fernando. J'ai rencontré mon mari comme ça. Nelly Noblet, fille de Gilles et Simone Tourny. Puisqu'on allait régulièrement chez les oncles, les tantes. Donc on était très amis. Je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Emmanuel Noblet, neveu de Fernando. Et je l'ai vu danser et j'ai flashé tout de suite. C'était le grand amour, quoi. Je veux dire, et puis ça a fini par un mariage et tout le monde était heureux de partager cette belle fête. Si bien toute la famille du côté de Fernand et puis la famille Tourny, quoi. Et on a fait un bon mariage. Hein. Depuis ce mariage, Gilles et Fernando font en quelque sorte partie de la même famille. Ils sont unis à la fois par les liens de l'amitié et par ceux de l'amour, jusqu'au printemps 2016. Jeudi 24 mars, Adélia, la sœur de Fernando, attend son frère chez elle. Il a pour habitude de passer prendre le café. Mais ce jour-là, pas de Fernando. Le jeudi, quand je l'ai pas vu, je me suis dit c'est qu'il a été donné un coup de main à un copain. Et le vendredi, je l'ai pas vu. Et là, je me suis complètement affolée. Elle m'appelle et elle me dit j'ai pas vu Fernand ni hier ni ce matin. Et là, je lui réponds que moi non plus. Pas un seul coup de fil et pas la moindre nouvelle à ses deux sœurs. Voilà qui ne ressemble pas à Fernando. Adélia téléphone chez Gilles Tourny, son voisin et ami. La sœur de Fernand m'appelle pour me demander si j'avais vu son frère, parce que comme elle l'avait pas vu tous les matins, il allait boire le café chez elle. Là, elle demande à mon épouse si on veut pas aller voir chez Fernand parce qu'il est pas venu. Alors elle voudrait savoir s'il est pas là ou quoi. Alors j'y suis allé. Il est maintenant 10h30 du matin. Gilles est à son tour pris d'inquiétude, car lui aussi est sans nouvelles de son ami. Et je fais ça chez Fernand. J'ouvre, t'es là, mais là j'ai vu, t'es là, oui, il était là. À l'intérieur, Gilles Tourny découvre une scène insoutenable. Il alerte aussitôt Nelly, sa fille, qui est infirmière. J'ai croisé mon père qui m'a tout de suite pris par le bras et qui m'a dit viens, je t'en supplie, viens avec moi. Quand je rentre, je vois bien sûr le corps de Fernand par terre, beaucoup de sang partout. Fernando Mourao est allongé sur le dos au milieu du salon. Autour de lui règne un désordre indescriptible. Son corps présente plusieurs blessures. Il ne respire plus. Je croyais pas ce que je venais de voir. Je me disais c'est pas possible. Et je comprends que Fernand a été victime de quelque chose de très grave et on décide de tous sortir immédiatement. Et après, mon mari est venu en courant me disant appelle les gendarmes, voilà. Et il courait, il était affolé et tout, et j'ai appelé les gendarmes. Mais il est trop tard. Fernando a succombé à ses blessures. On ne peut plus rien pour lui.
Les hommes de la gendarmerie investissent aussitôt les lieux. Quand ils arrivent sur les lieux, Eugène Bangoura, avocat des parties civiles. les gendarmes vont geler effectivement la scène de crime. Là, ils constatent la présence du corps de M. Mourao à terre. Juliette Chapelle, avocat des parties civiles. Ils constatent des impacts de balles sur son corps. Un meurtre par balle. D'après les toutes premières constatations, le corps présente 2 impacts sur le thorax et 2 autres au niveau du crâne. Très vite, il y a quelque chose qui intrigue la gendarmerie sur cette scène de crime. Le salon, là où a été tué M. Mourao, est en désordre puisque tous les meubles sont renversés à terre. Tout son intérieur a été retourné. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et tout a été fouillé. C'est un véritable capharnaüm. La maison est en désordre, on pense tout de suite à un cambriolage nocturne qui aurait mal tourné. Les experts de la police scientifique sont à pied d'œuvre. D'après eux, vu la rigidité du cadavre, la mort remonterait à environ 36 heures. Le crime aurait donc été commis 1 jour et demi plus tôt, dans la soirée du mercredi. Pour la famille de Fernando, pour ses frères et sœurs, le choc est terrible. Je suis sortie de la voiture, j'ai hurlé. Marie-France Cholin, sœur de Fernando. Et je me suis effondrée, on m'enlevait le frère que j'avais et qui était là, toujours pour moi. C'est ma sœur la plus âgée qui m'a... José Mourao, frère de Fernando. Et elle m'a dit, il s'est passé quelque chose de grave. Il est arrivé quelque chose à ton frère. Et j'ai compris. J'ai compris. Et là, ça a été la descente aux enfers. Adélia Noblet, sœur de Fernando. Voilà, mon frère, il était parti. Notre frère, qu'on aimait et qui nous aimait aussi. C'est vraiment quelqu'un de formidable, gentil comme tout, qui n'aurait jamais fait de mal à personne. C'était lui, voilà. Même stupeur et même incompréhension chez Simone et Gilles Tourny, les voisins et amis de Fernando. Personne mérite de mourir comme ça, quoi. Je veux dire. Simone Tourny, amie de Fernando. C'est terrible. Il n'y a pas de mots. Oh, j'ai eu des larmes. Hein. Ce qui fait mal, c'est que lui, il a sûrement eu mal. Hein. Gilles Tourny, ami de Fernando. Peut-être qu'il a appelé au secours, peut-être, je sais pas. Un père de famille abattu chez lui de 4 balles, c'est la première fois qu'un crime de ce genre frappe cette campagne si tranquille. Alors que l'enquête commence à peine, les gendarmes sont déjà sous pression. C'est pas seulement la famille qui est choquée, c'est toute la commune qui est choquée et qui ne comprend pas ce qui s'est passé. On n'explique pas ce meurtre. Et en fouillant cet intérieur, on s'aperçoit, grâce notamment au témoignage de sa sœur, que rien ne manque. Rien n'a été volé. Donc l'éventuel crime de rôdeur ne tient pas. Pourtant, la maison a été bien fouillée, de fond en comble. Et s'il s'agissait d'une mise en scène? Pour en savoir plus, les enquêteurs misent beaucoup sur le travail des experts. La deuxième étape, on va dire, après les premières constatations. Sylvain Cormier, avocat de la défense. On fait des prélèvements ADN un peu partout dans la maison. On retrouve l'ADN de M. Mourao. On va retrouver également des ADN inconnus qui ne vont pas donner de nom particulier lorsqu'on les rentrera dans les fichiers. Les experts continuent leurs minutieuses recherches dans la maison ainsi que dans le garage.
et c'est là qu'ils découvrent le véhicule de Fernando Mourão, la victime. On constatera qu'elle est garée dans le garage, alors que normalement, il prenait pas la peine de la garer dans le garage, il l'a laissée dehors. Ce détail va évidemment intéresser l'identité judiciaire, qui va la passer au peigne fin. Et la voiture a été entièrement nettoyée. Il n'y a pas un ADN à l'intérieur, pas même celui de Fernando. Le ou les meurtriers ont donc tout fait pour ne laisser aucun indice derrière eux. Peut-être l'œuvre de tueurs professionnels. Une hypothèse accréditée par l'autopsie de la victime. Fernando a été atteint de 4 balles de 9 mm, dont 2 dans la tête, à bout ou portant ou touchant. Le ou les individus ont utilisé pour cela un 38 spécial. Roger-Marc Moreau, détective privé. Et c'est une arme qu'on utilise chez les voyous pour commettre des crimes. Cette arme, de gros calibre, n'a laissé aucune chance aux sexagénaires. Alors que le scénario de l'assassinat se précise, les analyses balistiques livrent d'autres éléments. On a quelqu'un qui est mort par balle, par plusieurs balles, et on a des impacts de balles dans la vitre. Ce qui est certain, c'est que le tireur a tiré 2 fois de l'extérieur au travers de la baie vitrée. Ce qui signifie que le tueur, était à l'extérieur de la maison. Le ou les tueurs ont donc fait feu à 2 reprises depuis le jardin. Puis ils pénètrent à l'intérieur, sans doute par la porte d'entrée qui restait toujours ouverte. Le tireur est entré dans la maison à ce moment-là pour véritablement parachever le crime et tirer, cette fois encore, 2 fois, mais dans la tête de Fernando. C'est une exécution, il n'y a pas d'autre mot. Il s'agissait bien d'une exécution pure et simple. Reste une autre question pour les enquêteurs. L'utilisation, en pleine nuit, d'une arme d'un tel calibre n'a pas dû passer inaperçue. Or, même les plus proches voisins, les Tourny, sont catégoriques. Je sais pas, moi, si j'avais écouté moindrement des coups de feu, je pense que j'aurais bougé. Mais j'ai pas entendu. Parce que si on avait entendu, mon mari serait sorti. C'est sûr et certain. C'est sûr. Il y serait allé. Moi, on n'a rien entendu. Le plus probable, c'est que ça a été tiré avec un silencieux. Personne n'aurait pris le risque de tirer à cette heure-là, dans un petit village comme ça, avec une arme sans silencieux. Ça aurait alerté tout le monde. Une arme puissante, un silencieux, et pas un seul indice exploitable. Les gendarmes en ont désormais la certitude, cet assassinat porte la signature de tueurs aguerris et extrêmement organisés. Mais pourquoi, dans ce cas, s'en serait-il pris à cet homme jusque-là sans histoire? Les médias s'emparent aussitôt de l'affaire. L'enquête se poursuit à Châteaumeillan dans le Cher après la découverte hier d'un sexagénaire tué à son domicile. Une mort violente par arme à feu. Chemin du Pavillon à Châteaumeillan, c'est bien la première fois depuis 30 ans que l'on trouve volé clos devant chez Fernando. Hier matin, c'est un voisin inquiet de l'inhabituel calme dans la maison d'à côté qui découvre le corps sans vie du sexagénaire. Il fermait jamais sa porte, ni ses fenêtres, ni... Tout allait tout le temps bien, puis vous voyez, il fallait qu'un jour ça aille mal, quoi. Alors quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait eu un drame, quoi. Alors tout à fait, vraiment grave, hein. Est-ce que c'est un cambriolage qui a été maquillé ou je sais pas. Ça paraît bizarre, mais il faut... Au lendemain du meurtre, les habitants de la région découvrent le visage de Gilles Tourny, le voisin et ami de la victime. Mais personne ne sait à ce moment-là que les enquêteurs ont peut-être un début de piste.
Faute d'indices ou de témoignages, les gendarmes n'ont plus qu'une solution, fouiller dans la vie de Fernando. Qui pouvait lui en vouloir au point de l'éliminer? C'est là qu'ils font une découverte pour le moins inattendue. Assez rapidement, on va s'intéresser à une femme. Juliette Chapelle, avocat des parties civiles. Avec qui M. Mourao a eu une relation amoureuse. Quelques années plus tôt, Fernando s'est entiché d'une jeune femme. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Une jeune femme qui s'appelle Jessica et qui fait partie de la communauté des gens du voyage. Cette jeune femme, Jessica, est âgée d'une trentaine d'années. Si elle n'a jamais eu affaire à la justice, son profil a de quoi intriguer les enquêteurs. Le problème, c'est que Jessica est en couple déjà avec Philippe. Un individu qu'ils connaissent bien, parce qu'il a de lourds antécédents judiciaires. Il est connu pour des faits de violence. Nombreux. Cet homme, Philippe, est issu lui aussi de la communauté des gens du voyage, et il est connu pour ses accès de colère. Pour les gendarmes, une hypothèse se dessine. Le compagnon officiel de Jessica aurait tué Fernando par jalousie amoureuse. Pourtant, Philippe semblait très bien s'accommoder de la situation. Il savait que Mourao avait une relation avec sa femme, mais il laissait faire. Et il y a une bonne raison. C'est parce que pour lui, c'est un moyen de soutirer de l'argent à Fernando. Dans cette petite commune de Châteaumeillan, c'était presque de notoriété publique. Depuis des années, Fernando donnait régulièrement de l'argent à Jessica. Mourao avait toujours sur lui de fortes sommes en espèces et il en donnait régulièrement. On va très clairement la voir dans le village ou au supermarché faire ses courses avec la carte bleue de Fernando. Elle fait des retraits. C'est une relation qui va devenir encore plus compliquée quand Jessica va tomber enceinte. Ces révélations laissent les gendarmes stupéfaits. D'après les témoins, un petit garçon est né de cette liaison extra-conjugale entre Jessica et Fernando. C'était 6 ans tout juste avant son assassinat. Fernando est transporté par l'idée, même tardivement, il a plus de 50 ans à ce moment-là, d'avoir enfin un garçon. On voit la photo du gamin, on sait que Fernando est le père. Le petit l'appelait papa d'ailleurs. Adélia Noblet, sœur de Fernando. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles, d'éterne adoration devant le petit, quoi. C'est sûr. Une paternité que Fernando a longtemps gardée secrète. Mais il paraissait si fier de cet enfant que certains de ses proches avaient tout deviné. Voilà, il jouait son rôle de père. Effectivement, quand il l'avait, il était très, très heureux d'avoir son fils avec lui, oui. Marie-France Cholin, sœur de Fernando. Quand j'ai vu qu'il l'emmenait chez mes parents et puis qu'après, mon frère s'est décidé à me dire que voilà, c'était son fils et qu'il avait eu une relation avec Jessica. Oui. La situation aurait ensuite dégénéré pour Fernando. D'après les témoins, Jessica et son compagnon lui auraient demandé davantage d'argent afin de subvenir aux besoins de l'enfant. Fernando est pas dupe. Il sait bien qu'il se fait avoir. Et d'autant qu'à un moment donné, il a des économies, il a un bas de laine, mais enfin, ça baisse considérablement. Sans qu'à un moment, la poule pondeuse, elle a arrêté de pondre, quoi. À partir de ce moment-là, ils ont arrêté de donner le petit à mon frère. Face aux gendarmes, sa famille est unanime. Fernando aurait très mal vécu d'être brutalement séparé de son fils. Donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'entamer une procédure de paternité déjà. C'est vrai que quand il a fait les démarches pour l'enfant,
Je l'avais mis un petit peu en garde. Mon mari l'avait mis un petit peu en garde aussi. Mais bon, mon frère, il se sentait fort. Selon le récit fait par ses proches, c'est là que Fernando aurait mis sa vie en danger. Car, disent-ils, Philippe, le compagnon de Jessica, aurait très mal réagi. Philippe n'a pas supporté cette démarche, l'a fait savoir en des termes très violents. Sylvain Cormier, avocat de la défense. En parlant de menaces de mort, en menaçant de tuer, etc. Et plusieurs personnes ont attesté de ce fait auprès des gendarmes. En fait, il se savait menacé. Il avait peur. Roger-Marc Moreau, détective privé. Il avait disposé dans toute la maison des cartouches pour pouvoir se défendre. Et il avait toujours ce fusil à portée de la main. Il y avait le fusil à la maison, ça, c'était pas normal. José Mourao, frère de Fernando. Il y avait des balles un petit peu partout, ça, c'était pas normal, ça correspond pas à mon frère, c'était pas ça, lui. C'était pas ça, donc les menaces, il les avait pris au sérieux. Un différend qui serait à la fois familial et financier, sur fond de menaces de mort. Pour la famille de Fernando, comme pour les enquêteurs, l'affaire paraît entendue. Mais à partir de là, rien ne va se passer comme prévu. Gendarmerie de Bourges, une semaine après le crime. Les enquêteurs pensent avoir réuni suffisamment d'éléments contre Philippe et Jessica pour les placer en garde à vue. Philippe est interrogé le premier, et il prend spontanément les devants. Il y a un premier détail qui est extrêmement particulier, c'est qu'il va parler de lui-même, du fait qu'il a éventuellement de la poudre sur les mains. Il va annoncer aux gendarmes qu'un renard se serait introduit plus ou moins dans sa propriété et qu'il lui a tiré dessus. Donc ce qui fait une première explication. S'il y a des résidus de poudre, c'est logique, ça vient de là. Philippe répond à chacune des questions le plus sereinement du monde, même quand les gendarmes se font plus insistants. Lorsqu'on interroge, vous avez ramené vos cartouches, vous êtes allé à la chasse au renard. Ah ben non, j'ai brûlé mes cartouches. Curieux, quoi, comme curieux. Ça fait beaucoup de choses et cette histoire qui implique sa femme. Eugène Bangoura, avocat des parties civiles. Le décès de Fernand Mourao, le regard qu'on peut porter parfois à l'égard des gens du voyage et qui est pas toujours bienveillant. Il avait la tête du parfait coupable. Reste que le suspect a réponse à tout. Il a peut-être eu des frictions avec Fernando au sujet de l'enfant qu'il voulait reconnaître, mais il n'a jamais proféré de menace de mort. Jusqu'au moment où l'enquêteur principal, qui attend la téléphonie, Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers, découvre qu'en réalité, le portable de Philippe n'a jamais bougé de chez lui. On va dire, bon, le téléphone, ce soir-là, il est resté au domicile, donc ils ont un alibi, ça sera le téléphone. Bon an, mal an, les gendarmes vont s'en contenter. Les enquêteurs considèrent cet élément technique comme un alibi irréfutable. Les soupçons qui pèsent sur Philippe et Jessica sont tout simplement en train de s'effondrer. Et cette première piste qui paraissait évidente, que tout le village réclamait, finalement, toute cette piste va s'évaporer sur un élément de téléphonie. Il faut croire que cet élément de téléphonie est extrêmement sérieux. C'est objectivement un élément à décharge. Alors, sûrement à croiser avec d'autres éléments, mais c'est objectivement un élément à décharge. Pour les hommes de la gendarmerie, ce retournement de situation soulève de nouvelles questions. Le doute commence même à s'insinuer dans leur esprit. Pour quel mobile Philippe aurait-il éliminé Fernando ? Quel intérêt aurait Philippe
à tuer la poule aux œufs d'or. Tout l'intérêt de Philippe, c'est que Fernando crache au bassinet, comme on dit. Philippe est le dernier à avoir un mobile possible. Philippe est crédible. Tous ces éléments ont conduit les enquêteurs à s'interroger sur le point de savoir si cette enquête peut continuer à s'orienter sur ces personnes-là ou s'il faut essayer d'élargir un peu la focale. Le résultat est immédiat. Philippe et Jessica sont remis en liberté. Aucune charge n'est retenue contre eux. Pour les enquêteurs, retour à la case départ. Ce dossier va s'éteindre pendant 11 mois. 11 mois durant lesquels on ne sait pas ce qui se passe à l'instruction. Il y a différentes pistes qui ont été étudiées par les enquêteurs. Juliette Chapelle, avocat des parties civiles. Et qui ont été très vite refermées. Alors pendant 11 mois, les enquêteurs vont collecter petit à petit toute une série de renseignements. Faute de nouvelles pistes, les gendarmes poursuivent leurs investigations. Ils décident de placer sur écoute téléphonique plusieurs proches de la victime, avec un objectif principal. Essayer de vérifier aussi les déclarations qui ont été faites par les uns et par les autres. Et après 11 mois d'enquête, il y a une personne qui n'a pas tout dit aux enquêteurs. Alors, qui se cache vraiment derrière l'assassinat de Fernando? Qui est ce nouveau suspect qui intéresse tant la gendarmerie? Dans le plus grand secret, l'enquête est en train de connaître un tournant décisif. La fausse piste, Philippe, va faire comprendre aux enquêteurs une chose dans cette affaire. C'est qu'il s'agit véritablement d'une exécution. À partir de là, ce qui prime, c'est le mobile. Et le mobile, ils vont mettre 11 mois, mais ils vont enfin trouver quelqu'un dans son entourage qui en a un. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette personne n'est autre que Gilles Tourny. Autrement dit, le voisin et l'ami de Fernando. Car lorsque les enquêteurs ont placé Gilles et son épouse Simone sous surveillance, une surprise les attendait. Il va remonter des choses dans les écoutes téléphoniques et on va s'apercevoir qu'on a oublié de mentionner aux enquêteurs certains éléments qui peuvent être importants. Il y a une conversation d'où il résulte que finalement, le décès de Fernand serait comme un moyen de soulager une jalousie qui existerait encore. En écoutant les conversations du couple, les gendarmes comprennent qu'il y a des années, un sérieux différend avait opposé Gilles à Fernando. Un différend d'ordre sentimental, né d'une rivalité au sujet d'une femme. Une histoire dont Gilles ne leur avait jamais parlé. Tous ces éléments pris séparément, finalement, ne font pas de Gilles un assassin ou un coupable. Mais si on les associe au fait qu'il est le seul à avoir finalement un éventuel mobile, et qu'il est le seul à avoir menti aux enquêteurs, alors il devient le suspect. « 7 février 2017. Près d'un an après la mort de Fernando Mourão, les gendarmes passent à l'action. Gendarmerie! À 8h du matin. Gilles Tourny, ami de Fernando. La sonde, ma femme se lève avant moi, on se lève en catastrophe parce que on ne sait pas ce qui se passe. Et j'ai dit à mon mari, lève-toi, lève-toi. Simone Tourny, amie de Fernando. Parce que apparemment, c'est les gendarmes. J'ai ouvert et j'ai vu des hommes avec des... Ça me... Voilà, masqués quoi, enfin, les cagoules, oui. Donc, mais j'ai dit, vous me faites peur et je me rappelle d'avoir dit ça. Simone et Gilles ne s'attendaient pas à être cueillis au saut du lit par les enquêteurs. Mais il ne leur faut pas longtemps pour comprendre
le motif de cette intervention. Et voilà, un homme que je ne connaissais pas d'ailleurs, il m'a dit « Je suis directeur d'enquête depuis le début et à partir de ce moment, vous êtes en garde à vue pour le meurtre de monsieur Mouraou. » Boum, les mains dans le dos, on vous arrête pour le meurtre de Fernand, monsieur Mouraou. Je dis « Mais c'est pas moi, mais c'est un cauchemar, qu'est-ce qui... » Je comprenais pas, quoi. Je veux dire, il me dit, bah, il y a eu un meurtre à côté. Bah, je dis oui, mais on y est pour rien. Voilà. Et puis après, de là, on m'a transporté à Bourges pour être en garde à vue. 11 mois plus tard. Pendant que le couple est conduit dans les locaux de la section de recherche, c'est la consternation parmi leurs proches. Une double arrestation que personne dans ces deux familles, les Tourny et les Mouraou, n'aurait imaginé. C'est vrai, quand on les a accusés d'avoir fait ça... Adélia Noblet, sœur de Fernando. On n'y a pas cru une seconde. Ils étaient très amis, rien de temps avant, ils se rendaient service. On tombe des nues, enfin on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Marie-France Cholin, sœur de Fernando. Qu'est-ce qu'ils font? Enfin voilà, on se questionne. Pour moi, c'est pas Gilles, non. Faux vieux. José Mouraou, frère de Fernando. Non. C'est une honte d'accuser des gens comme ça. C'est une honte. Donc là, voilà, c'est le choc. C'est le choc. Nelly Noblet, fille de Gilles et Simone Tourny. Je viens d'arrêter mes parents, j'étais enfin voilà, je pleurais, le ciel me tombait sur la tête, quoi. Je me dis c'est pas possible, ils se trompent, enfin ils font une erreur. Personne ne se doute que les enquêteurs ont une carte maîtresse entre les mains. Grâce aux écoutes téléphoniques de Gilles et de Simone, ils ont percé un secret vieux de presque 40 ans. Les gendarmes vont finir par déterrer, exhumer une histoire qui date de la fin des années 70. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et qui, selon eux, serait le mobile du meurtre de Fernando. Et Gilles se retrouve en garde à vue, mais il dit mais pourquoi j'aurais tué mon ami? Et là, on va lui dire mais parce qu'il a couché avec ta femme. Gilles et Simone n'en reviennent pas. Les gendarmes évoquent une histoire très ancienne, une époque où les deux couples qu'ils formaient, avec Fernando et son ex-femme, étaient très proches. Il y a eu une relation entre mon mari et la femme de Fernand. Je sais pas comment ça s'est produit, mais enfin bon, ça m'est venu quand même aux oreilles. On finit par savoir. Hein. Et après, voilà, c'était plutôt vengeance, quoi, de se dire, tu m'as fait ça, je l'ai fait. La réaction de Simone ne se fait pas attendre. En représailles, elle décide de tromper son mari avec Fernando. C'est une connerie de jeunesse. Voilà, elle a dit je me vengerai, puis elle est partie avec une journée, quoi. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, hein. C'était bref, hein. Bon, on a fait échange de femmes, quoi. Un échange d'épouses en bonne et due forme. Les gendarmes semblent persuadés que cette brève histoire d'adultère est à l'origine du meurtre de Fernando. Gilles a beau leur dire que tout cela est oublié depuis longtemps, ils n'en démordent pas. Cette idée de vengeance, même 30 ou 35 ans plus tard, va finir, aux yeux des enquêteurs, par devenir tout à fait crédible. Parce que le fait qu'elle ressorte dans les écoutes téléphoniques... Eugène Bangoura, avocat des parties civiles. Ça signifie qu'elle est quand même présente à l'esprit des uns et des autres. Si les enquêteurs sont convaincus de tenir le mobile, il leur faut des preuves, et en particulier l'arme du crime. Ce fameux pistolet 9 mm. Serait-il caché quelque part chez Gilles ?
il perquisitionne son domicile. Et un dernier élément qu'il n'avait pas dit aux enquêteurs, surtout, c'est que Gilles a des armes. Gilles a tout un carton d'armes. Découverte sidérante pour les gendarmes, qui donc lui posent la question en garde à vue. Mais enfin, vous avez des armes, vous ne nous en avez pas parlé non plus. Ça fait beaucoup de choses que vous nous cachez dans cette affaire quand même. Gilles Tourny se défend comme il peut. Il n'a rien à voir, dit-il, avec ce meurtre. D'autant qu'aucune de ces armes n'est du calibre de celle utilisée pour tuer Fernando. Ce sont en réalité des pistolets à grenaille. Il n'y a aucune arme qui déprenne de loin. Roger-Marc Moreau, détective privé. Ce sont des armes létales, des armes qui pourraient correspondre à l'arme du crime. Reste une autre question, celle d'un éventuel alibi. Lors de leurs précédentes auditions, Gilles et Simone avaient déclaré n'avoir rien vu ni entendu le soir du crime. Au moment où Monsieur Mourao a été tué, Juliette Chapelle, avocat des parties civiles. Monsieur Tourny explique, et c'est confirmé par sa femme, qu'ils sont tous les deux dans leur maison. Et ils ont regardé la télé comme d'habitude. Sylvain Cormier, avocat de la défense. Ils se sont mis au lit et ils n'ont rien remarqué de particulier ce soir-là. Donc, c'est invérifiable. C'est un alibi qui est invérifiable. Mais en plus, il s'en mêle les pinceaux. Il n'arrive pas à s'expliquer finalement. Il est là, son discours n'est pas fluide. Au regard des gendarmes, il a l'air de cacher quelque chose. Les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Malgré ses armes, malgré la fragilité de son alibi, impossible d'obtenir le moindre aveu de Gilles Tourny. Il est mis en examen et écroué pour l'assassinat de Fernando. Sa femme, Simone, elle, est mise hors de cause. Mais c'est pas possible, de toute façon il va sortir, quoi. On s'est dit il va sortir, il a rien fait. Simone Tourny, amie de Fernando. Faut pas accuser quelqu'un qui a rien fait, quoi, c'est pas normal. Quand je vous dis on devenait fou, c'est mes enfants et nous, et moi, hein. Je veux dire, on s'est dit c'est pas possible, faut sortir papa de là. Pas une seconde j'ai douté de mon père. Mais ça m'a même pas traversé l'esprit. Nelly Noblet, fille de Gilles et Simone Tourny. Et du moment où ils l'ont incarcéré, on s'est dit on va se battre, mais on savait pas contre quoi on se battait, parce que nous, la justice, on ne connaissait pas du tout, on savait pas du tout. La machine judiciaire vient de se refermer sur Gilles Tourny. Prison de Bourges, 9 février 2017. C'est la toute première incarcération de ce père de famille de 67 ans. Il est placé à l'isolement sur ordre du juge d'instruction. Pour son épouse, pour ses enfants, une épreuve supplémentaire. On n'a jamais eu le droit d'aller le voir, on a fait des demandes de visite tout de suite. Ça n'a pas été accordé. On n'a pas eu le droit de le voir une seule fois. On l'a jamais eu une seule fois au téléphone. C'est quelque chose qui l'a traumatisé quand même. Pas le droit de lui parler, ni de le voir. Donc on savait rien. On savait même pas dans quel état il était, ni rien. Tous les proches du détenu en sont convaincus. Pour eux, la justice utiliserait ce moyen de pression afin de lui arracher des aveux. Je pense que c'était pour le couper de tout le monde. C'est peut-être pour qu'il craque. C'est un acharnement, c'est quelque chose de très très dur à vivre. C'est traumatisant de rester enfermé comme ça et de se dire j'ai rien fait, mais bon, c'était comme ça, quoi. Il va pas tenir, il va mourir, il va se laisser mourir. Ça pouvait pas finir autrement, de toute façon. J'étais convaincue qu'il allait mourir. J'ai dit il va mourir, ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Pourtant, toutes ces demandes de mise en liberté sont rejetées. La justice demeure inflexible. Elle considère que Gilles a tué Fernando pour se venger de cette histoire d'adultère.
Pourquoi Quel mobile? Le mobile parce qu'il y a 38 ans, il y a eu une relation croisée. Mais c'est complètement débile. Enfin, c'est fou. Personne ne peut imaginer qu'un soir, brutalement, ça le prenne, qu'il se procure une arme et qu'il va assassiner son ami Fernand. Ce n'est pas possible, simplement. En désespoir de cause, la famille de Gilles tente le tout pour le tout. Elle charge un détective privé de reprendre tous les éléments du dossier, et pas n'importe lequel. Roger-Marc Moreau, l'un des plus réputés dans son domaine. Très vite, il soupçonne les gendarmes d'avoir utilisé de curieuses méthodes d'investigation. Il y a Nelly, la fille de Gilles, qui raconte avoir été entendue. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Puis à la fin, elle lit le PV et puis elle s'est dit, mais non, là j'ai pas dit ça, Je lui dis, mais je vous ai jamais dit ça. Elle m'a dit, mais non, vous m'avez pas dit ça. Ben, pourquoi vous l'écrivez alors? Je ne signe pas. Non, mais j'ai fait une erreur, je rectifie. Donc il rectifiait à chaque fois que je lui disais, non, je signe pas. Finalement, n'a-t-on pas tenté de manipuler ces déclarations? Et là, beaucoup vont finir par dénoncer le jeu trouble du directeur d'enquête. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enquêter totalement à charge? La réponse de l'avocat de Gilles est cinglante. Il dépose plainte pour subornation de témoins contre la gendarmerie. Pour Marie-France, la sœur de Fernando, cette accusation est infondée, car depuis plusieurs mois, elle aussi soupçonnait Gilles. Non, c'est pas les enquêteurs qui nous ont emmené Gilles Tourny sur un plateau. Marie-France Cholin, sœur de Fernando. J'ai commencé à avoir des doutes fin 2016 parce qu'il y avait des incohérences dans ce qu'il avait dit, parce qu'on avait commencé à lire le dossier. Soutenir que c'est une enquête qui a été menée contre Gilles Tourny, c'est contre la vérité de ce dossier. Eugène Bangoura, avocat des parties civiles. Qu'est-ce qui devrait justifier que Gilles Tourny soit au-dessus d'une enquête criminelle? Rien. Pour certains membres de la famille de Fernando, et surtout pour Marie-France, sa sœur cadette, il y aurait trop d'éléments troublants. En particulier, la fragilité de l'alibi de Gilles et le fait qu'il ait caché l'existence de ses armes à feu. Toutes ces choses, ça me gêne. Je commence à avoir des doutes parce qu'il y a des choses qui vont pas. Il était jaloux, c'était un jaloux maladif. Donc, un jaloux maladif oublie pas une relation. Sachant mon frère seul et célibataire, je pense qu'il avait peur que mon frère retourne avec sa femme. Et une partie de la famille va croire en la culpabilité de M. Tourny, va être convaincue, en tout cas par les éléments qu'il y a dans l'information judiciaire, et progressivement, il va y avoir une scission dans la famille. D'un côté, Marie-France, la sœur cadette de Fernando, est persuadée que Gilles est coupable. Mais de l'autre, Adélia, sa sœur aînée, pense au contraire qu'il est innocent. C'est du n'importe quoi, parce que je connaissais les sentiments qu'ils avaient l'un envers l'autre. Adélia Noblet, sœur de Fernando. Que c'était des amis, et pour moi, c'est une évidence, c'est pas possible, quoi. À l'époque, il y a eu certainement un froid, ce qui est évident quand il y a une histoire comme ça, mais je peux vous dire que c'était une histoire qui était largement oubliée. Personne n'y pensait plus, quoi, c'est certain. Alors que la fratrie de Fernando se déchire, son neveu Emmanuel a choisi son camp. En défendant Gilles, son beau-père, il s'est fâché avec une partie de la famille. Je veux que la souffrance de ma mère et de mes oncles et tantes s'arrête. Emmanuel Noblet, neveu de Fernando. Je veux que la famille qui me parle plus se rende compte de l'erreur qu'ils ont fait. Ils sont devenus fous. On leur sert un coupable sur un plateau. Ben, ils lui apprennent.
Ils le prennent. C'est tellement insupportable. Juin 2017. Après 4 mois de détention, Gilles Tourny obtient finalement une remise en liberté. Mais il reste mis en examen pour le meurtre de Fernando, son voisin et ami. En tant qu'innocent, moi je resterai toujours l'accusé, quoi. Tant qu'ils n'auront pas vraiment le coupable. Gilles Tourny, ami de Fernando. Je pense que ça va me rester sur le dos, ça. C'est trop dur d'endurer ce que j'ai enduré, hein. Jusqu'à la tenue de son procès, Gilles Tourny est placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence. La famille de Fernando, elle, espère toujours obtenir la vérité. Je veux que l'enquête reprenne depuis le début parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses à voir qui n'ont pas été vues. Parce qu'il faut que les Tourny soient lavés de tout soupçon et qu'on trouve les monstres qui ont fait ça à mon frère. Voilà. C'est mon attente. Moi, je veux connaître le nom de l'assassin et je veux qu'il soit jugé et puni pour ce qu'il a fait. José Mourao, frère de Fernando. Pour ce qu'il nous a fait aussi. Parce qu'en tuant notre frère, il nous a détruits de la même manière. À Châteaumeillan, ce drame a laissé des cicatrices indélébiles au sein des familles Tourny et Mourao. Un village où les protagonistes de l'affaire se croisent chaque jour. Là, au bout de plus de 3 ans, on voudrait que ça se termine et puis que mon frère puisse se reposer en paix et que nous, on puisse faire notre deuil. Le pauvre, il peut même pas reposer en paix. Marie-France Cholin, sœur de Fernando. En voyant sa famille déchirée, et on se battra pour avoir la vérité, pour connaître la vérité. On se battra jusqu'au bout et... Quant au soutien et à l'avocat de Gilles Tourny, il demande que la toute première piste soit réexaminée. Souvenez-vous, celle d'un possible règlement de compte en lien avec le fils illégitime de Fernando. Je ne formule pas d'accusation, je suis pas procureur. Sylvain Cormier, avocat de la défense. Mais je dis que c'est des pistes qui auraient dû être évidemment travaillées sérieusement, ce qui n'a pas été le cas. Des éléments comme les menaces de mort qui ont été proférées à l'encontre de monsieur Mourao vont pas du tout être pris au sérieux par les enquêteurs. Juliette Chapelle, avocat des parties civiles. C'est pas la piste qui est privilégiée, c'est pas la piste Tourny, et on n'a pas envie de revenir en arrière sur d'autres pistes. Alors que la justice refuse de creuser cette piste, le souvenir de Fernando Mourao continue de hanter son petit village du Cher. S'il est jugé coupable, son ami Gilles Tourny, lui, risque la réclusion criminelle à perpétuité. En attendant, ses enfants et son épouse font plus que jamais bloc autour de lui. Je défends pas mon père parce que c'est mon père. Je défends mon père parce qu'il est innocent. Nelly Noblet, fille de Gilles et Simone Tourny. C'est pas quelqu'un de parfait. Personne n'est parfait. Mais alors c'est surtout pas un homme qui ferait du mal à quelqu'un. Ah oui, j'aimerais savoir qui a tué mon ami, oui. C'est ça l'attente, quoi. Hein. Moi, je veux qu'un beau jour, ils ont trouvé. Je le redis encore une fois, je veux la vérité pour Fernand. Simone Tourny, amie de Fernando. Pour sa famille, pour mon mari, mes enfants et moi. Voilà. Je veux qu'on retrouve notre dignité. On était des gens, on n'était pas des mauvais gens. Alors, Gilles Tourny est-il coupable ou innocent? Ce sera au juré de la cour d'assises de trancher.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percez les secrets des faits divers les plus marquants et plongez au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Joël Després. Joël est un mari aimant et un père attentionné. Toute sa vie, il a travaillé pour offrir à sa famille une vie heureuse et confortable. Alors quand son corps calciné est retrouvé dans un bois du Val d'Oise un matin de février 2000, c'est l'incompréhension. Les enquêteurs penchent pour un suicide. Alors ils interrogent ses proches pour comprendre ce geste. Mais l'enquête va finalement les mener sur une toute autre piste. Un vaudeville tragique au cours duquel Joël Després aurait subi, par amour, les pires humiliations jusqu'à sa mort violente. L'affaire Joël Després, un nouveau podcast de Chronique criminelle. Une heure du matin, dans un bois en banlieue parisienne. Une voiture s'engage sur un chemin forestier. À son bord, 2 hommes. Ils sont silencieux et scrutent les alentours. À l'intérieur du coffre, un homme, inanimé. Les 2 individus le portent quelques mètres plus loin, en contrebas. L'un des 2 enflamme alors un chiffon et le jette sur le corps. Puis il reste là, à le regarder brûler. C'est le début de l'affaire Després, un fait divers hors du commun qui va bouleverser toute la région. Cette terrible histoire commence le 5 février 2000 à Éragny-sur-Oise, un petit village à 30 km à l'ouest de Paris. Éragny, c'est la banlieue, mais c'est une banlieue un peu provinciale. Cathy Richard, avocat des parties civiles. Dans les années 2000, c'est encore un peu la campagne. C'est un endroit où le week-end, il y a beaucoup de promeneurs, de gens qui font du vélo, qui viennent marcher. Damien Delceni, journaliste au Parisien. Il y a quelques gens qui font de la pêche aussi, puisqu'on est au bord de l'Oise. Depuis le matin, Franck et Stéphane chassent dans les bois. Il est 17h. Ils s'apprêtent à rentrer chez eux et empruntent une promenade qui longe la rivière. On est sur les bords de l'Oise, sur un chemin de halage qui est le long de l'Oise, une zone un petit peu boisée, qui est pas très très loin de la zone urbanisée, mais qui est quand même un peu à l'écart. Le chemin de halage, au départ, il était fait pour que les chevaux tirent les péniches. Aujourd'hui, ce sont des chemins qui sont empruntés par les promeneurs, les joggeurs. Alors qu'il marche tranquillement, le chien tire brutalement sur sa laisse. Il a sûrement reniflé un animal. Mais cette fois, ça n'est pas un gibier qui l'attire. Et le chien s'énerve. Le chien sent quelque chose d'inhabituel. Puis il s'approche, et là il distingue plus qu'une masse, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un corps. Et là, il découvre l'horreur absolue. Il découvre un corps à moitié brûlé. Donc les chasseurs, ils vont appeler la police, ils vont rester aux côtés de cette espèce de trou avec ce corps à l'intérieur.
Face à une telle découverte, ce sont les enquêteurs de la brigade criminelle de Versailles qui sont chargés de l'affaire. Un quart d'heure plus tard, ils sont sur place. On a figé la scène, on a mis du ruban autour, et donc les policiers de la crime sont les premiers à descendre un peu dans le trou pour regarder de plus près ce corps. Le corps qui se trouve au fond de ce trou. Laurent Duchâtel, commandant à la DRPJ de Versailles. Il est brûlé sur toute sa partie haute. Le visage est trop dégradé pour le reconnaître. Les empreintes digitales ne sont pas exploitables non plus. Et il n'y a pas d'éléments sur lui qui permettent de l'identifier. On ne peut pas vraiment savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'une personne âgée, d'un jeune. Donc c'est un corps qui est très abîmé, qui sent d'ailleurs encore l'essence, le brûlé. Les policiers sont perplexes. Le corps est tellement carbonisé qu'ils ne trouvent aucun élément pour l'identifier. Mais en examinant le cadavre de plus près, ils mettent la main sur des indices. 2 objets ont miraculeusement échappé aux flammes. Une alliance et une montre. Cette montre, elle est intéressante parce qu'elle s'est arrêtée. Elle est cassée, elle s'est arrêtée à une heure assez précise. Elle est arrêtée à 2h15. 2h15. Cela pourrait être l'heure de la mort. Et les enquêteurs vont faire une autre trouvaille. Une chaussure a échappé à l'incendie. Et elle leur permet d'identifier le sexe du cadavre. C'est un homme, puisque une des chaussures qui se trouvent dans la fosse est de taille 43. C'est un homme qui est doté d'une alliance. On peut éventuellement déduire qu'il est marié. Et c'est à peu près tout. Les indices sont minces. Un homme, peut-être marié, qui serait décédé à 2h15, mais quel jour et dans quelles circonstances? Pour répondre à cette question, les hommes de la crime confient le corps à l'Institut médico-légal de Garches pour y faire pratiquer une autopsie. Et ils sont impatients de connaître les résultats. Deux jours après la découverte du corps, dans les locaux de la police judiciaire, les enquêteurs sont fébriles. Ils viennent en effet de recevoir le rapport d'autopsie. Et ils confirment qu'il s'agit bien d'un homme, grand, mince, entre 25 et 35 ans. Mais ça n'est pas tout. Une des conclusions du légiste les étonne. Le médecin légiste va se rendre compte que dans les poumons de ce cadavre, il y a de la suie. Donc ça veut dire qu'il respirait encore au moment où on a mis le feu. Quand cet homme brûle, il est vivant. Des corps carbonisés, les policiers en ont déjà rencontré lors de leurs enquêtes. Mais une personne brûlée vivante, c'est exceptionnellement rare. Ils se demandent ce qui a pu justifier une telle violence. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, ils doivent savoir qui est cet homme. Les inspecteurs de la crime consultent le fichier des personnes disparues. Et après quelques heures de recherche, ils découvrent un signalement qui pourrait correspondre. Joël Després, 39 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 21 janvier 2000, 2 semaines plus tôt. Alors Joël Després, les policiers, ils apprennent que c'est quelqu'un qui habite à Franconville. Il est marié, il a des enfants, il travaille. C'est quelqu'un qui est sans histoire, pas de casier judiciaire, pas d'antécédent judiciaire. Donc on est face à un monsieur tout le monde qui habite à une vingtaine de kilomètres de là où on l'a retrouvé. Joël Després pourrait donc bien être l'homme retrouvé carbonisé dans le chemin de halage 2 jours plus tôt. Pour s'en assurer, les enquêteurs se rendent à son domicile à Franconville pour interroger sa femme, Nathalie. Quand on est arrivé au domicile de Joël Després, c'est Nathalie Després qui nous ouvre la porte. Donc il frappe, Nathalie ouvre la porte, elle voit les policiers et elle vient de signaler quelques jours auparavant la disparition de son mari, elle n'a toujours pas de nouvelles de lui.
Les policiers lui expliquent qu'ils ont découvert un corps qui pourrait être celui de son mari et qu'ils ont besoin de son aide pour l'identifier. Et on lui présente à un moment donné, en y mettant les formes et toute la délicatesse possible et imaginable, la chaussure qu'on a découverte dans la fosse. Elle reconnaît tout de suite la chaussure, les quelques bijoux, les quelques petits bijoux. Effectivement, elle dit oui, ce sont bien les affaires de mon mari. La femme est effondrée. Tout porte à croire en effet que l'homme retrouvé brûlé est bien son mari, Joël Després. Mais pour s'en assurer, les enquêteurs veulent effectuer une vérification supplémentaire. Une des manières d'être certain... Cathy Richard, avocat des parties civiles. À l'époque, en plus, on n'était pas aussi ADN qu'aujourd'hui, c'était de prendre ses empreintes dentaires. Des empreintes dentaires, c'est toujours un outil très important pour une identification. Damien Delceni, journaliste au Parisien. Parce que c'est une partie du corps qui est assez préservée, y compris quand il y a une carbonisation, une crémation du corps. Les policiers demandent à Nathalie Després le numéro de téléphone du dentiste de Joël. Ils le contactent immédiatement pour obtenir son dossier dentaire. Et les comparaisons avec l'empreinte effectuée durant l'autopsie ne laissent aucun doute. On constate que tout concorde. Les numéros de dents sont les mêmes, les soins décrits sont les mêmes, et ça, statistiquement, c'est irréfutable. On est sûr que Joël Després est bien notre cadavre carbonisé. 3 jours après la découverte du corps, les policiers ont fait un pas de géant. Ils ont enfin l'identité de l'individu. Mais les conditions de sa mort restent mystérieuses. Ils se demandent pourquoi Joël Després a été brûlé vivant. Une telle cruauté laisse présager une enquête hors norme. Pour tenter d'en savoir plus, les enquêteurs décident de se renseigner sur la vie et la personnalité de Joël. Trempait-il dans des affaires louches? Avait-il des ennemis? L'après-midi du 8 février, les policiers convoquent Nathalie Després dans les locaux du commissariat pour l'interroger à son sujet. Encore bouleversée par la mort de son mari, elle leur raconte leur histoire. Une histoire d'amour qui a commencé 15 ans plus tôt. Ce qu'elle explique aux policiers, c'est qu'effectivement, ils se sont rencontrés, c'est une sorte de coup de foudre. Elle a 15 ans, lui, il est un petit peu plus âgé qu'elle. Ils commencent très très vite à vivre ensemble. Au début que mes parents se sont rencontrés, je pense qu'ils se projetaient, ils s'aimaient vachement. Manuela, fille de Joël et Nathalie Després. Ils voulaient fonder une famille, faire des enfants. Un couple très bien ensemble. Suzanne Frion, amie du couple Després. Très amoureux. Très vite, les deux amoureux souhaitent des enfants. Et à 21 ans, Nathalie aura déjà 3 fils. Pour sceller cet amour, le couple se marie en 1993, 8 ans après leur première rencontre. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Nathalie, Annie, Ghislaine, Monique, Pérez-Souza. Oui. Nathalie et Joël nagent dans le bonheur. Et la famille s'agrandit. Ils font 2 autres enfants. 5 au total. Nathalie raconte aux policiers qu'à cette époque, elle est très amoureuse de son mari, qu'elle décrit comme un homme gentil et généreux. Joël, c'était une personne qui aurait donné son cœur à n'importe qui. Gérard Thomas, ami du couple Després. Il aurait tout fait pour rendre service. Il avait 10 francs sur lui. On lui demandait, il les donnait. Quand il rentrait du boulot, il disait bonjour à un tel, il discutait de quelques mots avec l'un ou avec l'autre. Gilbert Frion, ami du couple Després. C'est quelqu'un de tout à fait agréable. Mais surtout, Nathalie explique aussi aux enquêteurs à quel point Joël était attaché à ses enfants. Et à chaque fois qu'on le voyait, il venait toujours avec un petit jouet, une petite friandise. J'ai le souvenir un peu flou de mon papa dans l'appartement à Franconville, où je vois pas son image, j'entends pas sa voix, mais il m'offre une poupée Barbie. Oh, c'était un très bon père, hein.
Il s'occupait de ses enfants, il faisait tout pour eux. Un père nounou. Tout pour les enfants. Tout. Ouais, mon papa, il avait toujours une petite attention pour chacun et on était 5, mais s'il y avait pour un, il y avait pour les autres, quoi, derrière. Il n'y avait pas de différence. Jusque-là, les enquêteurs n'ont pas appris grand-chose. Joël Després semble être un homme équilibré, bon père de famille. Rien qui explique cette mort tragique. Alors ils interrogent sa femme sur d'éventuels problèmes de couple. Et justement, Nathalie explique que depuis quelques mois, ils avaient des difficultés financières. Joël enchaînait les petits boulots et avec 5 enfants, la famille avait du mal à s'en sortir. Le couple connaît des problèmes d'argent. Yann Msika, avocat de la défense. On sait que monsieur Joël Després a fait un dossier de surendettement. Elle ne travaille pas puisqu'elle élève ses enfants. Lui avait perdu un temps son travail. Là, il avait retrouvé un travail de déménageur, mais évidemment, les fins de mois sont un petit peu difficiles. Nathalie explique aux policiers que ses problèmes d'argent avaient transformé son mari. Joël s'était mis à boire et il se montrait brutal envers elle. Elle le décrit comme étant quelqu'un qui était porté un petit peu sur la boisson et puis qui avait des tendances violentes. Elle va même dire que sa vie est devenue quasiment un enfer. Elle va employer ce terme dans l'audition devant les policiers. Nathalie raconte aussi qu'à cette période, elle est en dépression et qu'elle a fait une tentative de suicide. Elle ajoute que quelques semaines avant la mort de Joël, elle avait pris la décision de divorcer. Elle explique que Joël l'a pas bien pris du tout, qu'il ne souhaitait pas divorcer et qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette idée de divorce. Elle voulait divorcer. Joël, non, pas question. Il aimait trop sa femme, ses enfants, il n'aurait jamais divorcé, jamais. Ce témoignage intéresse fortement les policiers. Des problèmes d'argent, un futur divorce. Avec toute cette pression, ils se demandent si Joël Després n'aurait pas mis fin à ses jours. Par désespoir. La thèse du suicide dans cette affaire Laurent Duchâtel, commandant à la DRPJ de Versailles. Est une hypothèse de travail. Il laisse la porte du suicide grande ouverte puisque ils découvrent une vie familiale assez compliquée. Les enquêteurs cherchent maintenant à connaître l'emploi du temps de Joël Després, le jour de sa disparition. Ils interrogent donc Nathalie. Elle nous dit qu'il a quitté le domicile vers 6h15 le 21 janvier pour aller travailler. Comme tous les matins, il est parti assez tôt à son travail de déménageur. Pas de choses particulières à signaler, pas de dispute juste avant de partir. Il est parti, il a pris sa voiture et il est parti travailler. Depuis ce départ du 21 janvier à 6h du matin, il n'a pas donné de nouvelles, qu'elle l'a appelé en vain et qu'il n'a donné aucune nouvelle. Pour tenter d'en apprendre plus, les enquêteurs lancent une recherche sur la voiture de Joël, celle avec laquelle il est parti travailler ce matin-là et qui s'est mystérieusement volatilisée. Dans le même temps, ils contactent son employeur et ils vont tomber des nues, car sa patronne leur indique que ce jour-là, il avait posé un congé. Et l'employeur de Joël va dire « non, il n'est pas venu le 21 janvier ». Cathy Richard, avocat des parties civiles. Moi, la dernière fois que j'ai vu Joël, c'était le 20 janvier. Joël avait posé une récup ce jour-là. Damien Delceni, journaliste au Parisien. Par contre, depuis, il n'a plus aucune nouvelle de son employé. Qu'a pu faire Joël en partant de chez lui ce matin-là? Avait-il prémédité son geste et posé un jour de congé pour passer à l'acte? C'est ce qu'imaginent les enquêteurs. Et les résultats des analyses toxicologiques les confortent dans cette idée. On voit que dans le sang, il a du Lexomil, qui est un calmant. Et ce calmant, il est visiblement à dose thérapeutique, donc dose qu'on prend quand on veut se soigner. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que c'est quelqu'un qui a soit des problèmes de sommeil, soit va effectivement pas très bien et prend ces produits pour essayer d'aller un peu mieux. Les résultats des analyses toxicologiques sont susceptibles d'apporter de l'eau au moulin à la thèse d'un suicide. Pour les enquêteurs,
tout semble indiquer que Joël se serait suicidé. Pourtant, la manière de procéder les interpelle. Un suicide par crémation, c'est exceptionnel. Pour les policiers, il y a quelque chose qui cloche. Alors, pour en savoir plus, ils vont interroger ses proches et les auditions vont confirmer leurs doutes. Le 10 février, 5 jours après la découverte du corps de Joël Després, ses amis sont entendus au commissariat. Mais les policiers sont déçus. Aucun d'entre eux ne l'a vu ce matin-là. Ils leur demandent alors si l'hypothèse d'un suicide leur paraît crédible. Joël était-il dépressif? Et leurs réponses vont les étonner. Le Joël décrit par ses amis ne colle pas du tout avec celui violent et alcoolique décrit par sa femme. Ils sont tous absolument éberlués quand on leur parle d'alcool. Joël est un garçon sobre. Non, jamais. Bon, comme tout le monde, il y a un apéritif de temps en temps. Suzanne Frion, amie du couple Després. C'était pas quelqu'un qui buvait. Hein. Quant aux violences décrites par Nathalie, personne non plus n'en a été témoin. Moi, j'ai jamais vu violent. Enfin, devant mes yeux, moi, jamais. Lui, je levais la main sur sa femme? Non, jamais. Même sur ses enfants. Au contraire, les témoins racontent aux enquêteurs les efforts que faisait Joël pour améliorer leur quotidien. Pour remédier au problème d'argent du couple, Joël Després, travaille dans une société de déménagement et fait des extras le week-end dans la sécurité. C'est-à-dire qu'il faisait la sécurité le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Et il reprenait le lundi matin et reprenait le déménagement. Joël travaillait 7 jours sur 7. Et ça n'est pas tout. Les enquêteurs apprennent qu'il faisait le maximum pour reconquérir sa femme. Quand il rentrait de bonne heure. Gilbert Frion, ami du couple Després. Pas trop tard, hop, il prenait la voiture et allait faire les courses. Il faisait le ménage, il rangeait la cuisine. Manuela, fille de Joël et Nathalie Després. C'est eux qui faisaient la vaisselle. Il faisait tout pour que sa femme soit heureuse. Hein. Ces témoignages interpellent les policiers. Ils ne collent pas avec le portrait dressé par Nathalie et ils ne collent pas non plus avec celui d'un homme suicidaire. Les inspecteurs s'interrogent. Ne sont-ils pas en train de faire fausse route? Un coup de téléphone va finir de les en persuader. Le 11 février, 6 jours après la découverte du corps, les enquêteurs sont contactés par la fourrière de Clichy. Elle vient de retrouver le véhicule de Joël Després à Épinay-sur-Seine, sur un parking, à une quinzaine de kilomètres du lieu où l'on a découvert le corps. Les policiers sont très intrigués. Comment sa voiture s'est-elle retrouvée ici? Qui l'a conduite jusque-là? Ils espèrent trouver des indices dans le véhicule. Dans l'habitacle, ils sont frappés tout de suite par les tapis de sol qui sont à l'avant de la voiture. C'est-à-dire qu'ils ouvrent cette voiture et ils voient des tapis de sol qui sont très sales, avec de la boue dessus, de la terre. Quand on trouve cette terre, on pense à quoi? Laurent Duchâtel, commandant à la DRPJ de Versailles. On pense évidemment à la terre du chemin de halage par Éragny où est découvert le corps de Joël Després. Les policiers doivent impérativement identifier la provenance de cette boue. Si elle vient du chemin de halage, cela signifie que la voiture était là-bas, avant de se retrouver sur le parking. Comme Joël est mort, c'est forcément quelqu'un d'autre qui l'a conduite jusqu'à Épinay. Les enquêteurs en déduisent alors que Joël n'était pas seul au moment de sa mort. Si on a concordance entre la terre qui est dans le véhicule de Joël Després et la terre qui se trouve dans le chemin de halage à Éragny, ça veut dire que cette voiture, elle s'est déplacée après la crémation du corps, sans Joël Després à l'intérieur. Et la thèse du suicide s'effondre. Pour les policiers, cette boue devient l'élément clé de leur enquête. Elle pourrait en effet remettre en cause la thèse du suicide. Alors,
il prélève des échantillons et les confie à un laboratoire d'expertise géologique. Dès le lendemain, les inspecteurs reçoivent les résultats. Et c'est un véritable coup de tonnerre dans l'enquête. Ça match, aucune discussion possible, on est bien en face de la même terre. Manifestement, la terre de la voiture, c'est la terre qui a été ramenée des bords de l'Oise. Ces nouvelles informations sont déterminantes. Les enquêteurs sont maintenant persuadés qu'ils se sont trompés depuis le début. Joël ne s'est pas suicidé. Joël Després n'était pas tout seul sur le chemin de halage d'Éragny. Il était accompagné d'au moins une personne. La thèse du suicide, elle disparaît à ce moment-là. Christophe Gouget, avocat de la défense. Pour ne plus jamais réapparaître. L'enquête prend un nouveau départ. Après l'hypothèse du suicide, les policiers suivent maintenant une piste criminelle. Et l'affaire est épouvantable. Quelqu'un aurait délibérément brûlé vif Joël Després. Il s'agit maintenant de trouver le coupable. Une semaine après la découverte du corps, les enquêteurs convoquent une nouvelle fois Nathalie Després. Ils veulent savoir si une personne accompagnait Joël ce matin-là. Nathalie Després nous dit que quand son mari quitte le domicile à 6h15 le matin du 21 janvier pour aller travailler, il est seul. On lui demande aussi si il avait rendez-vous avec quelqu'un. Cathy Richard, avocat des parties civiles. S'il avait parlé d'un rendez-vous, non, pas du tout. Il allait à son travail, il était seul. Nathalie est formelle. Il n'y avait personne avec Joël. Les enquêteurs lui demandent alors si quelqu'un d'autre aurait pu le croiser ce matin-là. Elle leur explique que depuis plusieurs semaines, des amis vivent avec eux dans leur appartement. Il s'agit de Stéphane Essery, un collègue de Joël, et de sa femme, Sandrine. Alors, les amis en question sont un couple avec leurs enfants qui ont été expulsés de chez eux et lui travaille dans la sécurité. Et Joël Després, qui est un garçon serviable et sympathique, leur a proposé de les héberger. Les policiers n'en reviennent pas. 2 nouveaux témoins viennent d'apparaître dans leur enquête. Ils espèrent qu'ils pourront leur donner des informations supplémentaires. Sans perdre de temps, les hommes de la police judiciaire convoquent Stéphane Essery et sa femme. Elle confirme ce que dit Nathalie. Damien Delceni, journaliste au Parisien. C'est-à-dire, elle dit, bah oui, je l'ai entendu partir. Elle dit même, elle rajoute un détail, elle dit, il est parti en sifflotant. Et Sandrine Essery ne nous parle pas de gens ayant pu accompagner Joël Després quand il quitte le domicile. Stéphane, lui, affirme qu'il dormait au moment du départ de Joël, mais il donne aux enquêteurs des détails concernant la soirée de la veille. Stéphane, il explique que le jeudi soir, c'est-à-dire la veille du jour de disparition de Joël, il y a eu un dîner, une petite fête à la maison. Tout le monde avait bu, on avait fait un peu la fête, etc. Et que le lendemain matin, quand Joël est parti, tout le monde dormait, mais qu'ils ont entendu effectivement que Joël partait à 6h du matin. Les déclarations de Stéphane et Sandrine concordent avec ce qu'a dit Nathalie aux enquêteurs. Joël était seul en partant ce matin-là. L'enquête piétine. Alors, les policiers convoquent à nouveau les voisins de Joël. Ils veulent approfondir leurs interrogatoires et les questionner sur son entourage. Et à leur grande surprise, 2 noms reviennent dans tous les témoignages. Sandrine et Stéphane Essery, le couple qui habite chez les Després. Et les voisins sont unanimes, un incroyable vaudeville se déroulait dans cet appartement. Nous, on a dit carrément aux policiers que Nathalie couchait clairement et purement et simplement avec le collègue de Joël. Gilbert Frion, ami du couple Després. Le gardiennage, le Stéphane en question. Nathalie et Stéphane ont une relation intime qui dure depuis quasiment l'arrivée de Stéphane dans l'appartement. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Stéphane Essery, celui que Nathalie présentait comme un ami de son mari,
est aussi son amant. Et ça, tout l'immeuble est au courant. Tout le monde sait que, en réalité, dès que Joël est au boulot, ça va pour Stéphane et Nathalie. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise, car ce n'est pas la seule relation adultère qui se déroule sous ce toit. Si Stéphane a une liaison avec Nathalie, sa femme, Sandrine, a elle aussi un amant. Ah, mais Sandrine, tout va bien pour elle, parce que Sandrine, il y a son amant aussi qui vient. On apprend par les voisins et amis l'existence de quelqu'un dont on n'avait jamais entendu parler. Laurent Duchâtel, commandant à la DRPJ de Versailles. Qui s'appelle William Le Guillon, l'amant de Sandrine Essry. Les enquêteurs découvrent ainsi qu'au moment où Joël Després est tué, 4 personnes vivaient dans son appartement. Nathalie, sa femme, qui le trompe avec Stéphane Essry, et Sandrine Essry, qui, elle, a une liaison avec un certain William Le Guillon. Et cette situation fait jaser tous les voisins. C'était un petit peu ambigu leur truc, parce que ils couchaient un peu tous ensemble. Gérard Thomas, ami du couple Després. Je pense qu'il y avait un petit peu d'érotisme là-dedans. Et tout le monde est avec tout le monde, vous voyez, c'est un peu le foutoir, quoi, là-dedans, quelque part. Je voudrais pas dire que c'est un film X, mais bon, voilà, quoi. Voilà, tout le monde couche avec toi. Enfin. Moi, un jour, je suis arrivé chez elle, il était 6h du soir, en nuisette, rien en dessous. C'est simple, j'ai refermé la porte et je me suis trouvé vraiment bête. Il y a une espèce de vaudeville un peu étrange et un peu sinistre qui s'est mis en place dans cet appartement de Franconville. Les policiers découvrent que la seule personne qui n'est au courant de rien, c'est Joël. Ces tromperies se déroulent quand il est au travail. Il est d'ailleurs le seul à ramener de l'argent et c'est lui qui fait vivre toute la bande. Du jour où tout le monde est arrivé là et que tout le monde couche avec tout le monde, il n'y a plus personne qui travaillait à part Joël. C'est lui qui paye l'appartement, c'est lui qui paye les courses, c'est lui qui travaille de nuit, c'est lui qui travaille de jour. C'était le larbin. Ni plus ni moins qu'un larbin. Les autres travaillaient pas. Quand ils avaient besoin d'un rond, ils disaient à Joël, faut que tu nous, avant de partir demain matin, tu laisses 40 €. Et Joël laisse ses 40 €. Les enquêteurs sont médusés. Joël était devenu l'esclave de la maison et il semblait l'accepter. Jusqu'au 16 janvier 2000, 4 jours avant sa mort. Ce soir-là, il rentre plus tôt du travail. Joël, qui était le cocu magnifique, le seul à pas être informé, finalement, juste le dimanche avant sa disparition, il a découvert le poteau rose. T'es rentré sur les coups de minuit, 1h du matin. Et au moment de se coucher, merde, il y a quelqu'un à ma place. C'est pas normal. Il trouve sa femme au lit, à poil, avec Stéphane, d'accord. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et sa femme lui dit, alors Nathalie lui dit, non mais t'inquiète pas, il y a rien, il se passe rien, on discutait simplement. On discutait en étant déshabillés dans un lit, oui. Suzanne Frion, amie du couple Després. Une drôle façon de parler, mais enfin. Ce pauvre Joël, il se met à pleurer. Et Nathalie, pour le consoler, lui balance une claque. Et il est sorti de la chambre. Moi, j'ai jamais compris ça. Et il a été se coucher avec ses enfants. Il a été pleurer avec ses enfants. Il est parti pleurer au bout du lit de mes frères. Ça, c'est mon frère Sébastien qui me l'a raconté. Manuela, fille de Joël et Nathalie Després. Il n'a pas eu de réaction d'un homme qui casserait tout, qui... Non, il a vu ça et il est parti et il s'est mis au bout du lit de mes frères et il s'est mis à pleurer. Mais il a mal. Ouais. J'ai envie de pleurer parce que je me mets à sa place. Joël est effondré. Mais son calvaire ne s'arrête pas là. Depuis qu'il a surpris sa femme avec Stéphane, il est devenu gênant pour la petite bande. Et pour le lui faire sentir, il ne manque pas une occasion de l'humilier davantage.
Il se foutait de ta gueule. Il était dans le salon, l'autre il lui roulait les pelles devant Joël. Et l'autre il disait tu veux mater? Bah tu peux rester ici, mets-toi sur une chaise. Il était rabaissé en permanence. On l'appelait Bourville. On lui mettait du produit à vaisselle dans son café. Fais ci, fais ça. C'était même quand il était à la maison, il pouvait être fatigué de sa journée de travail. Et ben c'était non, c'est oh bouffon, fais ci, oh le du con, va sortir la poubelle. Alors quand il rentrait là-haut, bah évidemment le soir, il se mettait dans un coin et puis il bougeait plus quoi. Voilà, c'était leur souffre-douleur. Ils se foutaient de lui, ils se moquaient de lui quoi. Voilà. Mais ils étaient méchants. C'était de la méchanceté gratuite. Pourtant, les voisins racontent que Joël est toujours amoureux de sa femme et que malgré les demandes répétées de Nathalie, il refuse de divorcer. Les policiers se demandent alors si ces 4 individus sans scrupules n'auraient pas voulu se débarrasser de lui. On n'est pas longtemps à déduire que Joël Després, en fait, il est trop dans cette histoire. Et que comme il refuse le divorce, Nathalie Després ne peut pas vivre son histoire avec Stéphane Essry. Il est considéré comme un gêneur, c'est-à-dire que bon, ça va bien, il ramène l'argent, il fait les courses, il remplit le frigo, mais on voudrait bien qu'il soit plus là parce qu'en fait, il fait un peu suer tout le monde. Donc manifestement, la seule solution que ces gens-là ont trouvée, c'est de s'en débarrasser. Pour les policiers, c'est une nouvelle enquête qui démarre. Dans leur ligne de mire, ce quatuor diabolique, mais pour le moment, ils n'ont aucune preuve de son implication. C'est maintenant ce qu'ils vont essayer de démontrer. Les hommes de la crime se concentrent alors sur l'emploi du temps de leurs suspects le jour de la mort de Joël. Avant de les entendre, ils veulent recueillir un maximum d'informations et ils font une demande auprès des opérateurs téléphoniques pour vérifier les appels qu'ils ont passés ce jour-là. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait le portable de Stéphane ce jour-là, ce soir-là? Damien Delceni, journaliste au Parisien. Où se trouvait le portable de Nathalie ce soir-là? Où se trouvait le portable de Sandrine? Où se trouvait le portable de William? Ils vont essayer de savoir, voilà, qui était où et qui a fait quoi dans la nuit du 20 au 21. Cathy Richard, avocat des parties civiles. Puisque on dit qu'il a disparu le 21, ça nous donne une petite idée. En attendant les résultats, la brigade criminelle enquête sur les 3 individus qui viennent de surgir dans cette affaire. Ils se renseignent d'abord sur l'amant de Nathalie Després, Stéphane Essry. Alors Stéphane Essry est un homme de 29 ans. Laurent Duchâtel, commandant à la DRPJ de Versailles. Il a un CAP, il a fait des petits boulots. Il a été mécanicien, il a été livreur. Christophe Gouget, avocat de la Défense. Depuis quelque temps, il travaille dans la sécurité. Il a une petite condamnation pour vol en 99 et il est au chômage. Au moment des faits, Stéphane est marié avec Sandrine. Ils ont 3 enfants, elle a fait des petits boulots. Elle a plutôt cumulé des emplois de caissière. Et puis, depuis quelque temps, elle est aussi rentrée en sécurité. Elle est maître chien. Pas de casier judiciaire, pas de signalement. Ni Sandrine ni son mari n'ont le profil à tuer un homme de sang-froid. Quant à l'amant de Sandrine, William Le Guillon, les enquêteurs découvrent que lui non plus n'a rien d'un criminel. William Le Guillon, c'est un type qui a aussi 29 ans, qui n'a jamais fait parler de lui. Il a été dans l'armée quelque temps et puis lui est dans la sécurité depuis plus longtemps. Hein. Il a un passé dans la sécurité. C'est quelqu'un qui est censé s'y connaître un petit peu mieux dans les questions de défense, de protection, de sécurité. Les policiers ont fait chou blanc. Ils n'ont rien appris de plus sur les 3 suspects. Ils comptent donc maintenant sur le rapport de la téléphonie, mais ils vont devoir patienter près de 2 mois avant de l'obtenir. Pendant ce temps-là, ils continuent à surveiller les suspects. Nathalie et Stéphane sont désormais installés ensemble dans l'appartement. Sandrine et William, eux, ont déménagé à quelques kilomètres de là. Tous les 4 mènent une petite vie tranquille,
jusqu'au 21 avril 2000. Ce jour-là, 3 mois après la découverte du corps, les hommes de la crime reçoivent les résultats de l'enquête de téléphonie et ces résultats sont accablants. Les communications les plus intéressantes sont celles du jeudi 20 janvier, la veille de la disparition de Joël. Ce soir-là, les suspects ont déclaré aux enquêteurs avoir fait une petite fête tous ensemble à l'appartement. La nuit du 20 au 21, il y a des communications téléphoniques entre Stéphane Essry et Nathalie. Au moment où ils sont ensemble, soi-disant dans l'appartement, il y a des contacts téléphoniques entre Stéphane et Nathalie. Ce qui voudrait dire que soit ils étaient effectivement pas au même endroit, soit ils sont dans la même pièce et il se passe un coup de fil, ce qui peut paraître assez bizarre. Et ça n'est pas tout. Grâce à la géolocalisation des appels, les policiers constatent que ce soir-là, Stéphane Essry n'est pas resté à l'appartement comme il l'a déclaré. Lors des 3 appels téléphoniques que Stéphane Essry passe à Nathalie Després, sur les 2 premiers, il borne sur Franconville et aux alentours. Et sur le 3e, c'est le plus intéressant en fait, la borne qu'il active couvre l'endroit où était découvert le corps de Joël Després. Ce n'est pas le seul élément qui accuse Stéphane. L'heure de son dernier appel correspond parfaitement à un indice trouvé 2 mois plus tôt par les enquêteurs sur la scène de crime. On se souvient que la montre de Joël Després marquait 2h15 quand elle s'est arrêtée. Et ce dernier appel que passe Stéphane Essry lorsqu'il active la borne qui couvre le lieu de découverte, cet appel, lui, il est à 2h06. Donc là, on est vraiment c'est plus que l'étau s'est resserré, c'est qu'il est quasiment complètement fermé sur Stéphane à ce moment-là. Les enquêteurs ont maintenant la preuve que Stéphane Essry était avec Joël au chemin de halage. Et c'est sans doute lui qui l'a tué dans la nuit du jeudi au vendredi. Et lui encore, qui a conduit la voiture de Joël à Épinay-sur-Seine. Les policiers se demandent maintenant quel rôle ont joué Nathalie, Sandrine et William. Étaient-ils au courant de ce qui se tramait ce soir-là? Les inspecteurs ont leur avis sur la question, car les suspects ont menti pendant leurs auditions. Ils ont affirmé que Joël était encore vivant le vendredi matin. Nathalie Després nous a menti quand elle nous dit que son mari s'en va à 6h15 le matin, le 21 janvier. Sandrine Essry nous a menti quand elle nous dit avoir entendu Joël Després quitter l'appartement. Pour les policiers à ce moment-là, il y a forcément, ils sont tous complices. Ils ont tous dit que tout le monde était là cette nuit-là. Donc ils savent tous la vérité d'une façon ou d'une autre. On commence à être dans une forme de machination, en tout cas de petits complots collectifs pour faire disparaître Joël. L'enquête de téléphonie, les mensonges répétés des uns et des autres, la cruauté vis-à-vis de Joël, les policiers ont désormais suffisamment d'éléments pour affirmer que Nathalie Després, Stéphane Essry, Sandrine Essry et William Le Guillon sont impliqués dans l'assassinat de Joël Després. Ils imaginent même le mobile. Ils l'auraient supprimé pour vivre tranquillement leurs relations adultères. Pour avoir un dossier solide, les enquêteurs doivent maintenant obtenir des aveux. Donc le 10 mai 2000, les Essry, Nathalie Després ainsi que Le Guillon sont interpellés et placés en garde à vue. Moi, je me souviens des gendarmes au portail, ils sont rentrés à la maison. Manuela, fille de Joël et Nathalie Després. Ils ont demandé à ma mère de prendre quelques affaires. Elle nous a rassurés, vous inquiétez pas, je vais revenir, je dois répondre à des questions pour papa. Une fois arrivés au commissariat de Cergy, les 4 suspects sont séparés pour être interrogés individuellement. Pour les enquêteurs, il s'agit de leur faire avouer la vérité sur le déroulement de cette soirée du jeudi 20 janvier. Ils commencent leur interrogatoire par Sandrine Essry, la femme de Stéphane Essry, celle qui a le plus à perdre dans cette affaire. Sandrine, elle est sans doute la personne
la moins impliquée et peut-être la plus fragile des 4. Sandrine, elle a 3 enfants. Cathy Richard, avocat des parties civiles. Elle est dépassée par ce qui se passe. Le maillon faible dans ce dossier, c'est Sandrine. La stratégie des policiers est la bonne. Dès le début de son audition, Sandrine passe aux aveux. Elle leur raconte que tout a commencé quelques jours avant la mort de Joël, lorsqu'il a surpris sa femme au lit avec Stéphane Essry. Elle va expliquer aux enquêteurs que Stéphane était venu la voir et lui avait dit « Écoute, moi j'en ai marre, maintenant je veux vraiment vivre ma vie, je veux vivre avec Nathalie, il faut qu'elle divorce. Joël, il acceptera jamais le divorce, il faut qu'on se débarrasse de Joël. » Cette décision de le tuer est la seule qui permette au couple de vivre ce qu'il qualifie alors de leur bonheur. Mais Sandrine ajoute que la décision de tuer Joël n'a pas été prise uniquement par Stéphane. Sandrine, elle explique aux policiers que Nathalie, elle est non seulement au courant du projet, Damien Delceni, journaliste au Parisien. mais que c'est elle aussi qui est moteur, c'est-à-dire qui va donner quasiment l'accord en disant « Ok, d'accord, on se débarrasse de mon mari et du père de mes enfants ». Le mot qui est employé par Stéphane quand il parle à Sandrine, Christophe Gouget, avocat de la défense. l'expression exacte est « Nathalie a donné son feu vert ». D'après Sandrine, le problème c'est que ni Stéphane ni Nathalie ne savent comment s'y prendre pour faire disparaître Joël. Elle explique aux enquêteurs qu'ils se rapprochent alors de William Le Guillon. William, il a été un peu militaire avant d'être dans la sécurité, donc bêtement, il se dit bah bon, un militaire, ça doit savoir se débarrasser d'un corps, voilà. Donc voilà, c'est William, ça devient entre guillemets le conseiller technique, mais voilà, il n'est pas beaucoup plus chevronné que les autres. Hein. On a pensé au poison, on a pensé à une bombe, on a pensé au couteau, et tous ces scénarios ont été écartés parce que trop compliqués à mettre en œuvre. Et finalement, c'est l'idée qui va être retenue, et celle d'endormir Joël avant d'aller le brûler. Les enquêteurs apprennent que dès le lendemain de cette décision machiavélique, ils mettent leur plan à exécution. C'est le fameux jeudi soir, et Sandrine décrit aux policiers la scène étonnante dont elle est témoin dans la cuisine de l'appartement. Sandrine Essry nous dit qu'elle a vu son mari, donc Stéphane Essry, Laurent Duchâtel, commandant à la DRPJ de Versailles. écraser une bonne dizaine de cachets de Lexomil en étant dans la cuisine. Elle a vu Nathalie les mêler dans le dîner qui était prévu pour Joël. Les policiers restent bouche bée devant la détermination de Stéphane et Nathalie, et ils n'ont pas encore tout entendu. Une fois que Joël rentre à la maison pour dîner, Sandrine explique que il est bien accueilli, c'est un peu un soir de fête. Donc on le met à table, on lui sert à boire, on commence à manger. Alors il va y avoir une scénette assez sordide. Selon Sandrine Essry, Stéphane Essry a bien veillé à ce que Joël Després finisse son assiette, allant même jusqu'à lui donner la béquée jusqu'à la dernière bouchée. On s'arrête pas là, on rigole beaucoup, on lui tape sur l'épaule, on allume un joint, on le fait fumer. Alors le pauvre Joël qui se demande bien ce qui lui arrive et pourquoi ils sont sympas, il fume, et puis on le fait boire, alors il boit. À la fin du dîner, forcément, Joël, il commence à être un peu confus, il commence même à piquer du nez, à s'endormir presque à table. Joël Després, avec ce joint de cannabis et la drogue qui était dans son assiette, va se sentir mal et va s'endormir. Sandrine raconte aux enquêteurs qu'une fois Joël endormi, William et Stéphane passent à l'action. William Le Guillon et Stéphane Essry
habille Joël Després. Et le prennent chacun par l'épaule et vont partir avec lui. Nathalie ouvrant la porte de l'ascenseur pour les laisser partir avec Joël. Sandrine reste dans l'appartement avec Nathalie et elle affirme ne pas savoir ce qui s'est passé ensuite. Mais elle se souvient avoir vu revenir William et Stéphane sans Joël vers 5 heures du matin. Elle explique au policier que quand William et Stéphane rentrent à 5 heures du matin, William lui dit voilà, c'est fait, quoi. On l'a fait. Les policiers ne se sont pas trompés. Ils ont bien affaire à une machination diabolique orchestrée par les 4 occupants de l'appartement. Mais ils doivent encore éclaircir un pan de l'histoire. Que s'est-il passé entre 1h et 5h du matin, ce jeudi 20 janvier 2000, lorsque Stéphane et William quittent l'appartement avec Joël? Pour le savoir, les policiers interrogent maintenant William Le Guillon, l'amant de Sandrine. Il reconnaît tout de suite avoir participé au meurtre de Joël Després et il fournit aux enquêteurs des détails sur son exécution. Donc William Le Guillon est entendu juste après Sandrine Essery et il confirme point pour point ce que dit Sandrine Essery sur la préparation et sur le transport du corps. William explique aux policiers que donc il descend de l'immeuble en portant Joël avec Stéphane. Ils installent Joël dans le coffre. Ils partent, ils prennent l'autoroute A15. Sur l'autoroute A15, ils se sont arrêtés à la station-service et qu'ils ont acheté 5 litres d'essence. Et continuant vers Cergy, ils sont sortis de l'autoroute, ils sont rendus sur le chemin de Halage. Et William Le Guillon nous explique ensuite que Joël Després a été sorti du coffre par eux deux. On va le porter, le traîner jusqu'à cette espèce de trou qu'il y a en contrebas du chemin et on va le jeter à cet endroit-là. William raconte aux enquêteurs que c'est à ce moment que Stéphane Essery prend les choses en main. C'est Stéphane qui va prendre le bidon d'essence, renverser l'essence sur Joël, mettre le feu à un chiffon, balancer le chiffon sur Joël. Et William ajoute alors un détail qui accable encore un peu plus Stéphane. Alors une fois que le corps commence à brûler, William dit au policier moi je repars, je retourne à la voiture. Il explique que lui à ce moment il retourne à la voiture, mais qu'il a été surpris de voir que Stéphane a regardé le corps de Joël brûlé. Stéphane le rejoint au bout de plusieurs minutes et ensemble, ils partent garer la voiture de Joël à Épinay-sur-Seine, la ville où il travaille. Le Guillon nous dit qu'ils ont déposé la voiture à Épinay-sur-Seine. Comme ça, ils pouvaient faire croire au service de police ou à qui que ce soit qu'il était bien allé travailler lorsqu'il avait quitté le domicile. Donc l'idée, c'était de faire croire qu'il était parti à son travail. Cathy Richard, avocat des parties civiles. Qu'il avait laissé la voiture à son travail, donc ils ont laissé le véhicule à Épinay. Les policiers ont maintenant une vision claire de ce qui s'est passé ce soir-là, mais ils doivent encore entendre Nathalie et Stéphane pour savoir s'ils avouent à leur tour. Face aux accusations de leurs 2 amis, ils reconnaissent les faits. Le 11 mai 2000, Nathalie Després, Stéphane Essery, Sandrine Essery et William Le Guillon sont mis en examen et incarcérés pour assassinat et complicité d'assassinat sur Joël Després. En apprenant l'identité des assassins, les proches sont atterrés. On n'aurait jamais pu penser que Nathalie en vienne là, en vienne jusque-là, quoi. Elle le tuait. Quand je l'ai connue, c'était une femme qui était adorable. Gérard Thomas, ami du couple Després. Ce qu'elle a fait, c'est un monstre. Ni plus ni moins. Quand j'ai appris que ma mère, elle avait participé au meurtre de mon père, j'y croyais pas. Manuela, fille de Joël et Nathalie Després. En fait, je voulais me persuader qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte
qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle était obligée de faire ça, elle avait pas d'autre solution. Enfin, moi, je lui trouvais des excuses, en fait. Mais c'est dur, hein, de porter ça quand même. Quand t'es petite et que tu comprends tout ça, c'est chaud, quoi. Tous attendent le procès avec impatience pour connaître la peine à laquelle les accusés vont être condamnés. Et surtout, ils se demandent quel sort sera réservé à Nathalie Després, la femme de Joël. 2 ans après le crime, en octobre 2002, les 4 accusés sont jugés devant la cour d'assises de Pontoise. Toute la question est de savoir quelle responsabilité sera imputée à Nathalie. Même si elle a avoué son implication, elle n'a pas participé physiquement à l'exécution de Joël. Et dès l'ouverture du procès, elle nie toute responsabilité dans le meurtre de son mari. Elle va se présenter aussi comme une mère qui a toujours aimé ses enfants, qui s'est bien occupée de ses enfants. Damien Delceni, journaliste au Parisien. Elle va essayer d'avoir ce visage-là qui est évidemment pas le visage de quelqu'un qui a monté un projet criminel pour faire éliminer son mari. Elle a ses longs cheveux noirs qui pendent de chaque côté de sa tête. Elle prend une attitude de Mater Dolorosa qui est vraiment... c'est elle qui souffre, vraiment. On sent que, voilà, il faut qu'elle montre qu'elle souffre. Nathalie va tenter de minimiser son rôle. Christophe Gouget, avocat de la défense. Et de faire porter sur d'autres l'idée, la responsabilité plutôt, d'avoir initié le crime. Mais face aux questions du président, Nathalie finit par craquer. Le président lui pose cette question en disant « Donc, madame, ce que vous avez dit en garde à vue, c'est ça la vérité ?» Et d'un souffle, elle a dit oui. En à peine 3 jours de procès et 4 heures de délibéré, les accusés sont tous condamnés à de lourdes peines. Stéphane, Nathalie et William prennent 30 ans de réclusion pour assassinat. La peine sera confirmée en appel 2 ans plus tard. Une sanction très lourde, selon l'avocat de Nathalie. Elle a été trop lourdement sanctionnée parce qu'à mon avis, on a complètement évacué que cette femme avait tout donné pour ses enfants. Yann Msika, avocat de la défense. On a complètement évacué également le fait qu'elle était dans une faiblesse psychologique indéniable puisqu'elle avait quand même tenté d'intenter à ses jours 6 mois avant. C'est pas une grande criminelle. Sandrine, elle, n'est pas reconnue à l'initiative du crime. Elle est accusée de complicité. Elle écope de 8 ans de prison. Pendant toutes ces années, Manuela et ses 4 frères et sœurs grandissent en famille d'accueil. Aujourd'hui, Manuela vit en couple et travaille dans la restauration. La jeune femme a trouvé un équilibre. C'est quelqu'un qui méritait pas de mourir comme ça. Il a fait beaucoup pour ses enfants. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais enfin voilà, on le sait quoi. Et en parlant de lui, même 20 ans après, dans 40 ans, dans 50 ans, ben pour moi, c'est qu'il sera toujours là quoi. Voilà. Tout ça, moi, c'est que mon père, il est pas mort finalement. Il est dans moi quoi. Il est plus là, c'est vrai, je le vois pas, on communique pas, mais il est avec moi quoi. C'est ma force aujourd'hui. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.